Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quels sont les grands enjeux en matière de crypto actuellement et peut-être aussi de faire un bilan ou en tout cas prendre un petit peu de recul sur les actualités qui touchent le monde des crypto-monnaies en ce moment. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Grégoire Ray, superviseur blockchain et crypto-actifs chez KPMG. Bonjour Grégoire Ray. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer par un sujet franco-français. Alors, on se souvient de la volonté de passer directement à l'agrément MSAN en oubliant l'enregistrement MSAN, qui avait été porté par plusieurs députés, notamment un député en fin d'année dernière et en début de cette année. Finalement, le 10 février dernier, il a été décidé en commission mixte paritaire qu'à partir du 1er juillet 2023, les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire les nouveaux acteurs crypto en France, feront l'objet de conditions durcies pour obtenir un enregistrement MSAN. Quel impact cela peut-il avoir sur le secteur français selon vous ? Alors exactement, alors c'est important de le rappeler, le 24 janvier dernier, Hervé Maurey, qui est un député, avait déposé un amendement qui a été voté contre pour imposer un régime PSAN renforcé. Enfin, pour imposer l'agrément PSAN à partir du 1er octobre 2023. Ça, on rappelle, il y avait enregistrement et agrément. Oui. Il proposait de passer directement à l'agrément, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des PSAN sont enregistrés. Il n'y a pas encore d'agrément délivré aujourd'hui. C'est ça, il y a 60 acteurs PSAN aujourd'hui qui sont enregistrés, mais il n'y a aucun agrément, pour la simple et bonne raison que pour obtenir un agrément PSAN aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment parce qu'il est nécessaire d'obtenir une responsabilité civile professionnelle, et c'est un produit qui est très très peu proposé aux acteurs crypto actuellement. Donc c'est une bonne chose que cet amendement-là n'ait pas été passé. Ça, c'est une bonne chose pour le secteur crypto et notamment l'innovation, parce que ça aurait pu être une bombe pour le secteur crypto d'imposer cet agrément-là. Et du coup, c'est un renforcement du PSAN qui a été décidé. D'accord. Et qui rentrera en compte en fin d'année, donc à partir du 1er octobre 2023. Et ça, les conditions qui vont être mises en application, ce sont des exigences renforcées en termes de cybersécurité et la ségrégation des comptes, notamment entre les fonds de plateforme de crypto et les fonds des clients, ce qui est quand même une bonne chose pour la protection des consommateurs. Alors, il y a deux manières d'aborder effectivement le sujet. Il y a le sujet développement de l'écosystème et le sujet protection des consommateurs. Donc, si on se place du point de vue du consommateur ou en tout cas de l'épargnant ou de l'investisseur crypto, là, pour le coup, ça va plutôt dans le bon sens. Ça protège encore un petit peu plus les avoirs crypto des épargnants français ? C'est exactement le but. C'est le but. On l'a vu suite au déboire de FTX. Alors, je le rappelle, qui était aux Bahamas, donc quand même une législation où il y a très très peu de réglementation, où il n'y a pas du tout de réglementation pour le secteur crypto. En France et à l'échelle de l'Union européenne, les régulateurs ont mis en place un cadre, notamment avec MiCA qui entrera en vigueur en 2024. Et ce cadre permet notamment aux acteurs au moins de savoir dans quelles conditions ils peuvent exercer leur activité. D'accord. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres législations, notamment aux États-Unis, où il n'y a pas vraiment de cadre, disons. Et donc là, par contre, côté écosystème, finalement, ça durcit les conditions, mais j'ai envie de dire c'est un moindre mal par rapport au fait de devoir avoir un agrément qui reste très compliqué à obtenir aujourd'hui. Donc ça permet de continuer quand même à avoir de nouveaux acteurs qui se développent ? Totalement. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 62, je crois, acteurs qui sont enregistrés PSAN aujourd'hui n'auront pas besoin de passer par la case PSAN renforcée. C'est uniquement pour les nouveaux acteurs. D'accord. Et donc, ces nouveaux acteurs-là devront avoir ce statut PSAN renforcé afin de pouvoir exercer, du coup, à partir du 1er octobre 2023. Et donc, justement, un petit point date, vous dites c'est le 1er octobre 2023. Moi, j'ai annoncé le 1er juillet, ça a peut-être été décalé depuis. Je crois que c'est le 1er octobre. Bon. À vérifier. Ouais. À vérifier. Merci beaucoup, Grégoire Ray. Ça, c'est pour la partie France. Il y a également d'autres sujets qui animent l'écosystème crypto en ce moment, notamment dans le sillage un petit peu de FTX. On voit qu'il y a un sujet sur le stablecoin Binance. Tout de suite, ça peut faire un petit peu peur quand on n'est pas au cœur de cet écosystème. Sauf que l'affaire est complètement différente. Pour le coup, le sujet est complètement différent. Vous allez la résumer mieux que moi, mais il existe un acteur qui s'appelle Paxos, qui émet finalement un stablecoin utilisé par la plateforme Binance, le stablecoin Binance, qui a été sommé d'arrêter d'émettre ce stablecoin par finalement le régulateur financier de l'État de New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Exactement. Donc en fait, Paxos, comme vous l'avez résumé, émet le stablecoin dollar BUSD
pour le compte de Binance. Il faut savoir que Paxos a d'autres clients que Binance, donc n'est pas totalement dépendant de Binance. Et d'ailleurs, ils se sont voulus très rassurants sur cette affaire-là en disant que pour eux, ce n'était pas non plus un sujet énorme puisqu'ils avaient d'autres clients. Et ce qui s'est passé, c'est que le département des services financiers de l'État de New York a donc demandé à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Paxos, qui est une entreprise américaine régulée dans l'État de New York. Et la conséquence principale de ça, c'est que le stablecoin de BUSD va s'éteindre progressivement. On le voit déjà, il y avait à peu près 16 milliards de capitalisation de marché de dollars pour le stablecoin Binance, BUSD. Et là, actuellement, il n'en reste plus que 8 milliards. Donc, les utilisateurs commencent à échanger finalement leur BUSD contre d'autres actifs, sachant qu'il n'aura plus d'utilité. Pourquoi le régulateur de l'État de New York demande à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin ? Alors, il leur a demandé pour la simple et bonne raison qu'il considère que en fait, le BUSD, et a raison, a été émis sur d'autres blockchains que Ethereum. D'accord. Ethereum, c'est le seul réseau, la seule infrastructure aujourd'hui qui est régulée, qui est autorisée en tout cas par le régulateur. D'accord. Et sur ces autres blockchains, la masse monétaire qui circule ne serait pas collatéralisée à 100%. D'accord. Et du coup, il y avait des doutes sur ce niveau de réserve. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y aurait peut-être pas suffisamment de réserves pour maintenir le niveau du stablecoin. Exactement, le niveau de parité sur ces autres blockchains qui étaient... Quel impact ça peut avoir sur... Parce que là, effectivement, on a évoqué Paxos, donc vous avez dit que Paxos a d'autres clients, donc l'impact est limité, mais on parle quand même du stablecoin Binance. Quel impact ça peut avoir sur Binance, justement ? Alors, Binance, c'est vrai que le BUSD, c'est quand même un élément assez central de leur écosystème. Après, rien n'empêche Binance aujourd'hui d'aller chercher un autre émetteur de stablecoin, alors certainement pas aux États-Unis, visiblement, mais peut-être en Asie, peut-être en Europe, pour émettre un stablecoin, peut-être aussi dans une autre monnaie, pourquoi pas l'euro. On reste sur ce Binance USD. Donc il y a effectivement eu cette demande de l'État de New York ou du régulateur financier de l'État de New York d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Il y a la SEC également qui a demandé à Paxos, enfin qui a reproché plus exactement à Paxos de ne pas avoir enregistré ce BUSD comme titre financier, parce qu'elle considère que l'émission de ce stablecoin s'apparente à l'émission d'un titre financier. Oui, exactement. En fait, il faut savoir que le stablecoin de Binance, mais c'est également le cas pour le stablecoin de Circle, l'USDC, il est backé par du cash, mais il est également backé par des instruments de trésorerie à court terme, de type bon du trésor américain, qui est un titre financier. Et donc on pourrait considérer à ce titre que c'est une valeur mobilière de placement. En tout cas, c'est comme ça que le voit le régulateur américain aujourd'hui. C'est évidemment pas comme ça que je le vois Binance. D'accord. Donc il va falloir suivre ça de très près. Et Paxos, du coup, et Paxos le voit comment pour le coup ? Je pense que Paxos a voulu rester assez impartial là-dessus et n'a pas voulu prendre position exactement sur ce sujet-là. Mais il va falloir suivre ça de très près parce que Circle, par exemple, pourrait être embêté pour les mêmes raisons, même si, je le rappelle, la raison principale qu'a évoquée le régulateur américain, c'est surtout le fait que les réserves ne soient pas collatéralisées à 100%, ne seraient pas collatéralisées à 100% sur d'autres blockchains que la blockchain Ethereum. Mais donc ça pourrait créer un précédent, effectivement, si on venait à considérer que ce sont effectivement des titres financiers. C'est le risque, effectivement, c'est que ça crée un précédent pour les autres acteurs. J'ai mentionné Circle, qui est l'émetteur du second plus gros stablecoin dollar du marché, derrière Tether, effectivement. On continue avec l'actualité crypto. Alors, on n'a pas pour habitude dans cette émission de trouver des raisons immédiates à l'évolution d'un cours d'un actif et à une actualité, puisque ça peut avoir beaucoup d'autres explications. Pour autant, on a vu un recul du Bitcoin assez fort vendredi dernier et il a été attribué à une actualité qui est la difficulté de Silvergate, qu'on peut résumé comme étant une banque crypto, finalement, de difficulté de Silvergate a publié ses comptes et qui a demandé un délai supplémentaire. Et ça a un impact conséquent, ça pourrait avoir un impact conséquent sur l'écosystème crypto. Expliquez-nous. Alors, il y a eu un petit remous, effectivement. Mercredi soir, Silvergate a donc annoncé qu'elle ne publierait pas ses comptes en temps et en heure. Pour rappel, donc Silvergate, à la base, c'était une banque traditionnelle américaine qui, à partir de 2013, s'est spécialisée dans les services auprès des acteurs du secteur crypto. C'était très compliqué à l'époque pour les acteurs crypto de trouver des banques et Silvergate a été une des premières banques à proposer ces services-là.
Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, en fait, Silvergate est une victime collatérale, une énième victime de la faillite de FTX. Bien sûr. Puisqu'au moment de la chute d'FTX, Silvergate a enregistré une perte d'$1 milliard liée à la chute de la plateforme. FTX étant cliente de Silvergate. Et ça a créé un petit bank run, ce qui fait qu'à fin septembre 2022, les réserves, donc les dépôts de Silvergate étaient de $14 milliards et qu'ils ne sont au 31 décembre 2022, ils n'étaient plus que de $6 milliards. Donc ils ont été divisés par plus de 2 suite à la perte de confiance dans cet acteur finalement. Et la liquidité pour les banques, c'est quand même quelque chose de crucial. Du coup, les craintes peuvent-elles être justifiées? Quel est l'impact potentiel, le risque pour l'écosystème de voir Silvergate publier un résultat net avec une perte aussi importante? Alors, les acteurs, les clients en tout cas de la banque Silvergate se sont montrés très rassurants et avaient déjà commencé à diversifier leurs réserves à travers plusieurs banques, notamment le cas de Circle, on y revient. Circle qui a d'ailleurs annoncé ce week-end avoir bougé complètement leur reliquat de réserve vers d'autres partenaires bancaires. Ils avaient déjà établi un réseau de partenaires prêts à accepter leurs réserves. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de grands acteurs crypto qui sont clients de Silvergate. Vous avez mentionné Circle, il y a eu FTX, il y a eu Coinbase, qui à un moment était également, qui n'est plus client aujourd'hui, mais qui l'a été. Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup d'acteurs américains puisque c'est très compliqué et on le voit en Europe également. Les acteurs crypto ont vraiment du mal à trouver des partenaires bancaires de confiance qui acceptent rien que d'ouvrir des comptes en fait dans leur banque. Mais c'est le risque d'une banque qui a voulu se spécialiser, se sectoriser sur le secteur des cryptos. 90% des dépôts avant FTX provenaient d'acteurs crypto. Donc à suivre également, j'imagine, dans les prochaines semaines, c'est quoi le risque? Un bank run total et la faillite de Silvergate. Mais encore une fois, les principaux acteurs ont déjà retiré leurs avoirs de cette banque-là. Donc normalement, l'impact devrait être assez limité. Et on l'a vu sur le cours du Bitcoin, effectivement, qui a chuté de 5% entre mercredi et vendredi suite à cette annonce-là. Mais on n'a pas pris un moins 15 ou un moins 20% comme on avait pu l'avoir auparavant pour des news qui avaient des impacts un peu plus conséquents, disons. Merci beaucoup Grégoire Ray d'être venu commenter l'actualité crypto avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto actif chez KPMG. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.